Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce 20h. Enquête sur l'enrichissement illicite. Oumar Sarr, entendu ce mercredi, l'ancien ministre de l'Habitat et de l'Assainissement annonce une conférence de presse pour apporter des éclairages sur la gestion du plan Jaxaay. Dakar Dem Dikk au cœur d'un conseil interministériel dans les prochains jours. Une annonce, une proposition plutôt du ministre des Transports. Idée émise au terme d'un accord avec les travailleurs de la société de transport qui ont levé leur mot d'ordre de grève ce jour. Pêche artisanale, le port du gilet de sauvetage obligatoire désormais. Le ministre de tutelle l'a annoncé hier. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. Ce mercredi, journée mondiale de la population, la santé de la mère et de l'enfant dans les politiques sanitaires au cœur des échanges. L'invité de ce 20h, le professeur Niang, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec. Nous nous rendrons également à Bamako ce soir pour visiter le centre d'accueil des réfugiés du nord du Mali qui ont fui leur ville sous le poids du nouvel ordre imposé par des islamistes. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, cette dalle qui s'effondre, plusieurs morts. L'accident a eu lieu cet après-midi, enfin plutôt il y a quelques minutes. C'est au niveau de Bel Air, derrière les grands moulins de Dakar. Plusieurs morts, je vous disais. Et sur place, notre confrère de l'Observateur, Abdoulaye Diédhiou. Bonsoir. Oui, bonsoir Khalifa. Alors, Abdoulaye Diédhiou, le bilan que vous constatez sur place, assez lourd tout de même. Oui, pour l'instant, on n'a pas encore des chiffres officiels, mais on parle déjà de 5 blessés graves et de 2 morts qui ont été, les morts ont déjà été acheminés au niveau d'une morgue d'un hôpital de la place, oui. Tout comme les blessés également qui ont été acheminés dans un hôpital par les sapeurs-pompiers. Juste rappeler que c'est un accident mortel qui est survenu dans un entrepôt de la CSS au niveau de Bel Air. C'est aux environs de 17 heures que, alors que des ouvriers, des maçons et menuisiers s'activaient à la construction de bureaux, oui. Au profit des employés de la CSS, que soudainement la dalle s'est affaissée sur eux. Alors il faut noter déjà que sur place on nous a expliqué que les maçons, les ouvriers maçons étaient sur la dalle et en dessous, il y avait des menuisiers qui s'activaient. Et donc, c'est dans ces circonstances que la dalle s'est affaissée. Et il y a eu, comme je vous l'ai dit, 2 morts et 5 blessés pour l'instant. Et juste après, les sapeurs-pompiers, tout comme la police de Bel Air, se sont amenés sur les lieux. Présentement, les sapeurs qui ont apporté un renfort en machine sont en train de poursuivre les recherches parce qu'il serait question d'autres corps qui seraient encore sous les décombres, mais on n'a pas encore la certitude. Alors, Abdoulaye Diédhiou, il s'agissait d'un chantier ou d'une réfection en fait de locaux sur place? Oui, c'est carrément dans un entrepôt où il était question de la construction de bureaux, oui. À étage dans l'enceinte même de l'entrepôt. Donc, c'est dans ces circonstances que les ouvriers étaient en train de travailler. Et soudainement, il faut dire que ça a surpris tout le monde. Même le chef de chantier a été surpris parce que lui, 1 minute avant que la dalle ne s'affaisse, il était à l'intérieur, il parlait aux ouvriers. Et c'est juste quand il est sorti que la dalle s'est affaissée sur les manœuvres. Alors, pour ce qui est des blessés, donc il y a eu des blessés quand même graves, est-ce que vous avez pu vous enquérir de leur état réel? Pour l'instant, il faut noter que lorsque nous sommes arrivés, l'ambulance des sapeurs-pompiers a cheminé déjà plusieurs blessés, 5 selon des témoins qu'on a eu à rencontrer sur place. Il y en a qui parlent déjà également de plus de 5 blessés, mais dans tous les cas, le chiffre tourne autour. Mais en notre présence, justement, il y a eu l'autre ambulance qui est arrivée sur place et qui a emporté 2 corps. Et le chef de chantier, c'est surtout ce qui a un peu intrigué tout le monde. Et lui ne savait même pas combien d'ouvriers étaient dans l'entrepôt. Alors du coup, les autorités de la police et ceux des sapeurs-pompiers ont décidé de déblayer l'entrepôt. Oui. Et puis, histoire de voir s'il n'y a pas encore d'autres corps à l'intérieur. La seule certitude pour l'heure, il s'agit de 2 morts et de plusieurs blessés. Tout à fait, Khalifa. Je vous remercie, Abdoulaye Diédhiou du journal L'Observateur. Vous aurez plus de nouvelles au sujet de cet accident intervenu vers les coups de 17 heures. C'était aux environs donc, de Bel Air, derrière les grands moulins de Dakar. Cette dalle qui s'effondre et qui fait 2 morts et plusieurs blessés. Nous y revenons en images.
Oumar Sarr annonce une conférence de presse pour bientôt, pour apporter la lumière sur la gestion du plan Jaxaay, la gestion des 52 milliards de francs CFA qui avaient été destinés à la lutte contre les inondations dans la banlieue de Dakar. Je rappelle que cette enveloppe avait été dégagée par l'Union européenne. L'ancien ministre de l'Habitat et de l'Assainissement était devant les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie nationale cet après-midi, ce mardi. Il souligne par ailleurs, Oumar Sarr, que son patrimoine est loin, très loin des biens dits mal acquis. Nous y revenons également. Les travailleurs de Dakar Demdik lèvent leur mot d'ordre de grève, suite à un protocole d'accord qui a été signé avec le ministre de tutelle, l'essentiel avec le secrétaire général du syndicat des travailleurs au micro TFM de Amina Sow. La délégation constituée par les délégués du personnel qui sont les représentants légaux de Dakar Demdik est satisfaite des résultats que nous avons pris ici au cours des négociations. Maintenant, pour des questions de procédure, de préséance, nous espérons que l'Assemblée générale des travailleurs, qui doit se prononcer en toute souveraineté dans le cadre de la levée du mot d'ordre, sera aussi satisfaite que nous pour pouvoir parfaire la levée du mot d'ordre de grève. Nous y allons comme ça pour rendre compte, rencontrer en deux assemblées générales l'ensemble des délégués des travailleurs de Dakar Demdik. Mais étant donné que leurs mandats qui sont venus ici sont complètement satisfaits, j'espère que tout ira bien et que les travailleurs eux aussi seront satisfaits. Alors l'Assemblée générale a bel et bien eu lieu, elle s'est tenue et le mot d'ordre de grève a été levé. C'est un mot d'ordre de grève de 3 jours pour entre autres des arrêts de salaire. Par ailleurs, l'idée d'un conseil interministériel autour de la société de transport a été agitée lors de cette rencontre avec le ministre des Transports. Idée émise par Mor Ngom que je vous propose d'écouter. Au sortir de ces discussions, la prochaine fois, d'autres solutions seront prises, appliquées, je vais le dire de manière différente que celle que nous avons eue, c'est-à-dire l'arrêt du travail. Nous allons prendre les dispositions de pouvoir garantir le paiement des salaires avec bien sûr nos amis et surtout ceux du ministère des Finances. Pour le reste, s'agissant des retards de dette au niveau de l'IPM, ça aussi, nous avons pris l'engagement de pouvoir résorber cette dette. Le sit-in du collectif des animateurs culturels devant le ministère de tutelle, c'était ce matin. Une trentaine de contractuels qui réclament 3 mois d'arrêt de salaire et de meilleures conditions de travail. C'est un reportage de Ibou Sissé Maïmouna Ndiaye. Ils sont contractuels au ministère de la Culture et du Tourisme. Très remontés, ces animateurs culturels exigent le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire. On a tenu ce sitting aujourd'hui pour réclamer les autres 3 mois de salaire. Puisque nous sommes des contractuels du ministère de la Culture et du Tourisme. Quand je dis contractuels, ce sont les animateurs culturels, les agents administratifs, les secrétaires et les chauffeurs qui sont depuis vraiment 3 mois, 2 mois sans salaire. Et c'est pour dire non à cette situation, pour crier notre ras-le-bol, pour dire que nous en avons marre de vivre vraiment cette injustice-là qui n'a pas de nom. Ces agents souhaitent de meilleures conditions de travail. Il n'y a pas une considération parce que nous sommes dans les régions. Donc nous avons des problèmes manifestes pour relayer les deux bouts. Donc chaque fois le salaire tarde et il y a des gens qui sont dérogés de là où ils habitent comme des malpropres. Je pense que c'est une situation qui doit cesser. Nous voulons plus de considération. À part les salaires, nous voulons quand même que ce système artisanal, que ce système informel du bétage cesse.
nous voulons que nos salaires soient virés au niveau des banques. À faire les salaires, nous voulons aussi qu'il y ait une nouvelle forme de gouvernance au niveau de ce ministère. Je pense que quand même le ministre doit rompre avec ce qui se faisait. Le ministre doit inaugurer le 10 comme il a lui-même dit. Il demande également à le ministère de tutelle de tenir ses promesses. Et nous sommes vraiment désolés, mais ce ministère-là quand même ne tient pas encore ses promesses. Il n'a pas tenu ses promesses par rapport à la bonne gouvernance. Il n'a pas tenu ses promesses par rapport au paiement ponctuel des salaires. Il n'a pas tenu ses promesses parce que nous n'avons pas encore d'informations par rapport au recrutement. On nous avait promis que le recrutement allait être fait. Il n'a pas tenu ses promesses parce qu'il avait dit qu'il allait nous rencontrer à nouveau pour qu'on puisse discuter des problèmes de fond du ministère, ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, il s'en tient à des informations de surface. Ces travailleurs sont au nombre de 30. Ils comptent poursuivre leur combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Nous y revenons dans nos prochaines éditions avec les autorités du ministère de la Culture. Un autre sit-in a eu lieu ce matin également, celui des étudiants de l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et sportive. Sit-in tenu au stade Iba Mar Diop. Ils réclament le règlement de leurs indemnités de stage, mais également des infrastructures adéquates. Fatou Bintou Conté et Ibou Sissé. Manque d'infrastructures adéquates, non-paiement d'indemnités de stage, pas de bus pour les pensionnaires. Autant de maux dont souffrent les étudiants en éducation sportive. Raison pour laquelle ces derniers ont tenu ce mercredi un sitting pour crier leur désarroi. L'objet de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, ce n'est qu'une suite logique d'un mouvement qui a été entamé depuis, je peux dire précisément, l'opinion nationale et internationale a été avisée le 27 juin. Parce que le 27, on a tenu ici au niveau de l'Institut un point de presse réclamant 5 points. À l'ordre du jour, l'indemnité de stage, un bus fonctionnel pour l'INSEPS, une salle de sport équipée, une salle d'informatique équipée et revoir éventuellement le système, le sort réservé aux étudiants de la licence, c'est-à-dire le système LMD, et revoir surtout la manière de recruter des vacataires. Pour ces étudiants, le problème a débuté depuis que leur institut est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis lors, rien ne marche dans leur établissement. Ne marche dans cet établissement et je dis que ce qui nous fait d'abord mal, c'est le fait qu'il y ait 2 poids 2 mesures concernant nos indemnités de stage. Au même titre que les étudiants de la FASTEF, on intervient dans les mêmes lycées et collèges pour des stages pratiques. Eux, ils bénéficient d'une indemnité, nous, on n'en bénéficie pas. Même s'ils comptent retourner en classe dès demain, ces professeurs d'éducation physique et sportive vont continuer leur lutte jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Notre plan d'action, c'est pas dans le court terme, actuellement c'est dans le long terme. Donc raison pour laquelle aujourd'hui on a tenu à faire un débrayage aujourd'hui, faire assemblée générale, mais les cours reprennent demain. Les cours reprennent demain, ça ne veut pas dire que le combat a été abandonné. Le combat est loin d'être terminé tant qu'on n'a pas satisfaction de ces points-là. Sécurité en mer, le gilet de sauvetage désormais obligatoire pour les pêcheurs artisanaux. Eh bien, les contrevenants seront sanctionnés. Le ministre de la Pêche a annoncé la mesure lors de sa rencontre d'hier avec les pêcheurs en déplacement de Pape Diouf dans le cadre de cette journée de sensibilisation pour le port de gilets de sauvetage en mer. Nafissatou Silla embarqué. Regardez. C'est en pleine mer que la journée de sensibilisation du port du gilet de sauvetage a été lancée hier et pour cause la récurrence des pertes de vie en mer chez les pêcheurs artisanaux. Chaque année, on perd des vies en mer parce qu'il y a des pirogues qui chavirent, il y a des pêcheurs qui disparaissent. Il y a même ces jours-ci, derniers jours, des pêcheurs de Saint-Louis qu'on est en train de rechercher. Il y a une négligence humaine. Non seulement ils se portent préjudice eux-mêmes, mais ils nous portent préjudice. À chaque fois qu'il y a des disparitions, c'est les autorités qui sont interpellées. On met des moyens colossaux pour les retrouver. Cela, effectivement, ça doit cesser. De 25 000 francs, le gilet de sauvetage passe à 5 000 francs. Une aubaine pour les pêcheurs qui ont toujours décrié sa cherté. Mais encore faudrait-il que les pêcheurs s'y habituent. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre un gilet de sauvetage. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai laissé chez moi. Nous allons demander aux pêcheurs de porter le gilet pour leur sécurité. Surtout que ces temps-ci, il y a trop de vent en mer. L'État du Sénégal s'est engagé dans cette perspective pour dégager toute responsabilité en cas d'accident. Mais aussi, il prévoit des sanctions pour le non-respect du port du gilet. Cette fois-ci, on sensibilise. On vous donne des gilets, mais la deuxième étape, ce sera de sanctionner.
Parce que si les gens ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, les autorités prennent leurs responsabilités pour que les gens quand même acceptent de porter ces gilets-là pour leur protection, mais également pour que l'État soit tranquille. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ne porte pas le gilet, d'abord nous arrêtons ces opérations de pêche et lui infligeons une amende. Pour sa part, le ministère de la Pêche et des Affaires maritimes promet de véhiculer le message pour une meilleure sensibilisation, mais reste à espérer qu'il soit bien compris par ces pêcheurs. Nafissatou Sylla, merci. Les riverains de la voie de contournement nord de Thiès ne se sentent plus en sécurité. Les lampadaires subissent depuis 2005 des actes de vandalisme. 198 lampadaires sur 2,5 km ont été arrachés. Le constat de Daniel Diouf et Moussa Sog. Avec cette voie de contournement, les voyageurs n'empruntent plus le centre-ville pour Saint-Louis, Louga ou la Mauritanie. Les lampadaires installés ici assuraient aussi l'éclairage et la sécurité des usagers du tronçon. Aujourd'hui, 198 lampadaires arrachés. Nous avons constaté un phénomène de sabotage et de dégradation du système d'éclairage public sur à peu près 2,5 km. Nous avions dénombré à peu près 198 poteaux qui ont été sabotés et mis à terre par des malfaiteurs. Ce qu'ils recherchaient, c'était le cuivre qui se contenait naturellement dans ces poteaux. L'adjoint au maire dit ne soupçonner personne, mais il s'étonne de la production de tels actes à l'insu de la Sénélec et des forces de sécurité de la zone. Le fait de d'isoler, mettre en isolement tout un réseau de la Sénélec sans que ça ne soit ressenti au niveau des postes de contrôle de la Sénélec nous paraît assez suspect. Donc c'est pourquoi nous avions estimé quand même c'était pas... Peut-être il y avait quand même quelque chose. Mais en tout cas, on n'accuse personne. À la mairie de Thiès, on se désole de l'absence de moyens sécuritaires. Les riverains constatent et font état de leurs appréhensions. Lorsqu'on sort la nuit, on ne sort pas seul et aussi, parfois il m'arrive d'être à Thiès pour rentrer, pour venir ici. Je prends un taxi, je lui dis, je vais à l'école polytechnique de Thiès. Il me dit, ça c'est pas sûr. Ça, c'est pas éclairé et n'importe quelle chose peut arriver. Depuis que ces lampadaires ont été arrachés, les taxis ne veulent plus prendre cette direction à cause de l'obscurité. À certaines heures de la nuit, nous évitons ces parages, quel que soit le prix proposé, nous refusons, car il y a des risques d'agression. On est privé de notre liberté de circulation la nuit, ce qui n'est pas normal. Et ces actes-là ont été faits par des Thiessois qui ont eu à couper les lampes et à les vendre en ville pour des sommes modiques. 198 lampadaires arrachés, 1 à 2 millions l'unité, une perte estimée à des centaines de millions de francs CFA. Le contribuable appréciera. Daniel Diouf, c'est tout vu. Ce mercredi, journée mondiale de la population, le thème de cette année, l'accès aux services de santé procréatif, ainsi donc la prise en compte de la mère et de l'enfant dans les politiques sanitaires sont au cœur des préoccupations. Fatou Kinedem et Alioune Diagne. Indicateur en matière de santé, le Sénégal à la traîne. Les résultats des mortalités maternelles, néonatales et infantiles sont encore catastrophiques, même si des efforts ont été consentis. L'accès aux services de santé, notamment dans les zones rurales, un problème majeur. Ces infrastructures, aujourd'hui, par rapport à la carte sanitaire, dans les grandes villes comme Dakar, Thiès, quand même un certain nombre d'infrastructures qui existent et qui règlent quand même un certain nombre de problèmes. Maintenant, dans les régions les plus éloignées, aujourd'hui, il y a moins d'infrastructures. C'est pour ça que l'objectif réel, c'est d'arriver à ce qu'il y ait beaucoup plus d'infrastructures. Par rapport aux recommandations de l'OMS, l'on note encore un gap sur les ressources humaines. Quand on doit recruter un personnel de santé ou un personnel qui est à l'hôtel de ville, vous ajoutez 100 à 200 000 francs de plus. Donc, par rapport au budget, c'est très difficile, c'est lourd, et le problème n'est pas réellement la formation, parce que la formation est continue. Certains pays africains sont interpellés pour une bonne couverture sanitaire, d'où le respect de la recommandation d'Abuja. Les États doivent injecter 15% de leur budget à la santé, un grand défi pour le Sénégal qui n'atteint même pas la barre des 10%. L'objectif du président Macky Sall et de toute son équipe, vous avez vu le ministre de la Santé, Mme Eva Marie Colsec, professeur Eva Marie Colsec,
en a parlé, nous avons un objectif d'atteinte de ces 15%-là. Toutefois, l'espoir est permis avec la volonté du gouvernement actuel à rendre accessibles certains soins de santé. Il est même prévu une meilleure politique sanitaire. Objectif à terme, l'accès universel aux soins de santé. Cap sur Bamako, la capitale malienne qui accueille des habitants des villes du nord du Mali, des musulmans et des chrétiens qui ne s'accommodent pas au nouvel ordre moral imposé par les islamistes sur place. Ils ont trouvé refuge au centre d'accueil de Bamako, visité par nos envoyés spéciaux à Bamako, Barkaba et l'Adjir Khalindiaï. Ces enfants qui jouent au ballon reviennent de loin. Déplacés de guerre et réfugiés dans ce centre d'accueil de Bamako avec leurs parents, ils ont pu échapper de Gao quand cette ville du nord Mali est tombée entre les mains de Moujao, un djihadiste. Appartenant à la minorité chrétienne des évangélistes, ils se sentaient particulièrement menacés. Étant chrétien, un pasteur Emenela et Amsadine sont arrivés en parlant de charia, donc vraiment nous on ne se retrouve pas. On se dit en tant que pasteur et chrétien, est-ce qu'également on est prêt à nous soumettre sous cette charia? Il y a vraiment la menace. Il y a vraiment la menace parce que de la mesure qu'ils ont commencé à saccager, à piller les églises, pour les chrétiens, le patrimoine c'est l'église. Mais il n'y a pas que les chrétiens évangélistes qui sont dans le viseur des djihadistes. Abdoulaye Diarra, professeur de lettres, musulman originaire de Tombouctou, a dû fuir lui aussi l'ordre moral imposé par les islamistes d'Ansardine qui contrôlent cette ville. Bon, j'ai quitté Tombouctou dans des circonstances, disons, pas très fameuses. D'autant plus que la ville a été occupée à la fois par les islamistes d'Ansardine et le MNLA quand j'ai quitté. La destruction des lieux saints de Tombouctou est vécue par Abdoulaye comme un véritable sacrilège. Là, c'est le comble. Le Rubicon a été dépassé. Dans la mesure où des choses qui ont existé il y a des centaines d'années, c'est toute l'identité de Tombouctou qui a été bafouée comme ça. La porte de la mosquée de Sidi Yahia, les mausolées cassés, c'est dans ça que les Tombouctiens se retrouvaient. On ne les vénérait pas comme des dieux, mais c'est des réalités de Tombouctou, c'est des réalités à la fois religieuses et culturelles. Donc quelqu'un qui les détruit, il détruit une partie de Tombouctou, il détruit une partie de nous-mêmes. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. La page des sports d'abord avec la lutte Dakar qui accueille ce tournoi de la CEDEAO. Effectivement, c'est la 5e édition du tournoi de la CEDEAO. Le CNG vient d'annoncer donc qu'une enveloppe financière de 60 millions de francs CFA a été dégagée donc pour la bonne tenue de cet événement sportif. Pour rappel, la CEDEAO prend chaque année en charge la grande partie du budget, y compris le transport des participants, l'hébergement, la restauration. Cette année donc, 13 pays plus le Sénégal devront prendre part à cette compétition. Et puis cette préparation des Sénégalais en Espagne, c'est dans la perspective des Jeux Olympiques. Effectivement, Jeux Olympiques de Londres 2012, les Lions Olympiques sont en plein dans la préparation. Une série de rencontres est prévue avec notamment une confrontation avec l'Espagne, prévue le 13 juillet en Espagne. Karim Sega Diouf, un des entraîneurs de l'équipe, revient donc sur l'importance de cette rencontre. Il est au micro de Abdelaziz Ndiaye. Quand on va vers une telle épreuve, on doit s'entourer de toutes les garanties possibles. Et comme je disais tout à l'heure, alors les autorités à tous les niveaux ont permis un camp d'entraînement à Vichy du 10 au 17. Et pendant ce temps de préparation, alors nous aurons à livrer 3 matchs extrêmement importants qui nous mettent tout de suite dans le bain, car quand on rencontre des pays, alors des sélections qui vont alors aux Jeux Olympiques, alors et qu'on aura en face la Suisse, qu'on aura la Corée du Sud, qu'on aura à rencontrer alors l'Espagne, je pense que ça c'est de sacrés clients, des clients importants qui nous permettront tout de suite alors de nous mettre dans le bain, mais aussi de nous évaluer au fil de notre préparation.
Restons donc avec l'actualité des Jeux Olympiques. Cette fois, c'est pour parler des primes de qualification. La Fédération sénégalaise de football donne l'assurance qu'un délégué de l'instance dirigeante du football sera dépêché en Espagne. C'est pour donc payer les primes de qualification à l'équipe nationale du Sénégal. Et puis, Boudjouf, les stades de Mbour et Yarar, à l'heure actuelle, font l'objet de réhabilitation. Vous avez dit Yarar, j'espère que c'est... De fatigue, pardon, Ibou Diouf, comment vous écrivez? Les travaux de réfection, effectivement, des stades Massensen de Fatick et de Caroline Faye de Mbour seront bientôt terminés et le coût des travaux est estimé à 2 milliards de francs CFA. Le ministre des Sports, El Hadji Malick Gakou, s'était rendu donc dans les deux localités pour constater de visu de l'état d'avancement de ces travaux. Saïran Sadjob et Mardian étaient également de la partie. Va disposer d'un stade multifonctionnel. Les travaux très avancés sont presque au stade final. Le stade Massensen, de l'avis du ministre des Sports, va répondre aux normes internationales. Nous sommes venus aujourd'hui constater l'état physique des réalisations qui ont été entamées à travers la modernisation du stade Massensen de Fatick d'un coût de 1 milliard 200 millions de francs CFA réalisé avec la coopération chinoise. Et je voudrais dire que donc la première étape des fonctionnalités du stade sont terminées. Donc la pelouse synthétique, la piste d'athlétisme, le tartan, les projecteurs. Et bientôt, la deuxième phase qui est en état de construction avec la tribune va se terminer en début d'année prochaine. Mbour, deuxième étape de la visite du ministre des Sports. El Hadji Malick Gakou s'est dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux du stade Caroline Faye. C'est un stade dont les fonctionnalités sont déjà terminées. La piste d'athlétisme, le terrain. Maintenant, la deuxième phase a commencé avec la construction de la tribune de 1500 places. Et la troisième phase va commencer dans le cadre du programme du président de la République que nous avons intitulé Sénégal Horizon 2022. C'est un programme donc qui enjambe les perspectives de l'organisation prochaine de la CAN 2019 à Dakar, au Sénégal. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République m'a instruit avec le gouvernement, sur la direction de M. le Premier ministre Abdoul Mbaye, de tout faire pour doter le Sénégal des infrastructures de troisième génération, à même de faire accepter la candidature du Sénégal à travers des stades modernes, capables donc d'accueillir ces grandes compétitions internationales. Ce programme entre dans le cadre de la coopération chinoise. L'État du Sénégal, dans sa vision Horizon 2022, ambitionne de doter toutes les régions de stades dignes de son nom. On reste donc avec cette visite du ministre des Sports, durant laquelle El Hadji Malick Gakou a fait savoir qu'une enveloppe financière de 400 millions de francs CFA sera mise donc sur la table pour permettre à la délégation sénégalaise, on parle bien sûr des Jeux Olympiques, d'être dans les conditions optimales d'obtention des médailles. Khalifa. Ibou Diouf, merci beaucoup. Dans un instant, nous recevons notre invité. Il s'agit du professeur El Hadji Niang, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec. D'ici là, je vous rappelle la principale information de ce 20h, cet accident à Bel Air, cette dalle qui s'est effondrée sur des ouvriers, bilan 2 morts, plusieurs blessés. Vous avez entendu en direct dans ce journal Abdoulaye Diédhiou de l'Observateur. Notre reporter est sur place, nous y revenons en images dans nos prochaines éditions. Aujourd'hui donc, journée mondiale de la population. Nous accueillons le professeur Niang. Bonsoir. Bonsoir. Alors, professeur, d'abord l'intérêt de cet échange autour de la place de l'enfant et de la mère dans les politiques sanitaires au Sénégal. Quel est l'intérêt justement du choix de ce thème? L'intérêt du choix de ce thème, c'est de promettre une population de bonne qualité et ça veut dire en bonne santé d'abord pour les populations. Et je dirais que ce thème est toujours d'actualité parce que l'hôpital Le Dantec, la plus grande maternité, est fermée depuis à peu près 7 mois pour un service qui devait être fermé, réfectionné en 7 mois. Aujourd'hui, ça a fait 7 ans. Vous voyez donc la calamité. Et vous voyez qu'au XXIe siècle, au Sénégal, les femmes continuent à accoucher sur des charrettes, dans des ravins, dans des cases. C'est véritablement lamentable. C'est dire qu'il y a un grand effort à faire dans le domaine de la santé
Et on attend effectivement le président Macky Sall dans ses réformes, puisque dans sa campagne, dans son fameux plan Yoonu Yokkute, il nous avait promis pratiquement de tripler l'investissement aujourd'hui qui était avec le régime précédent de 80 milliards à 240 milliards pour pouvoir en tout cas donner aux Sénégalais une santé, donner aux Sénégalais des conditions beaucoup plus confortables, acceptables et correctes pour se faire soigner. Alors ça nous amène à parler justement du budget alloué à la santé. Selon la recommandation de Abuja, on se rend compte qu'il s'agissait de 15%. Aujourd'hui, nous en sommes à moins de 10%. Qu'est-ce qui explique vraiment ce retard? Mais l'absence de volonté politique, même ce qui est investi aujourd'hui est très mal géré. Vous savez, le Sénégal souffre d'abord d'un manque de vision dans le domaine de la santé, d'un manque d'investissement et d'un manque d'adéquation entre le minimum qui est investi et les besoins réels. Ce qui fait qu'il y a une véritable distorsion que vivent les populations. Ce matin, il m'a été donné de constater que le seul service de cancérologie dont dispose le Sénégal n'a pas opéré simplement parce que les champs n'existaient pas. Alors c'est ce qui veut dire que c'est lamentable. Alors il y a des femmes qui sont atteintes de cancer du col, de cancer du sein, des enfants cancéreux qui attendent d'être soignés, qui ne peuvent pas être opérés simplement pour des problèmes de champ. Et les investissements se sont faits n'importe comment. Et je le disais tantôt en Wolof, vous rendez-vous compte que pour un accouchement, pour un scanner, une personne est obligée de se déplacer de Matam, passer devant Saint-Louis, devant Louga, devant Thiès qui est toujours en panne, pour arriver à Dakar pour faire un scanner. Cette personne ferait la même distance de Kédougou à Dakar pour faire un scanner. Il n'y en a pas à Kaolack, il n'y en a pas à Tambacounda, il n'y en a pas à Diourbel, et celui de Thiès est constamment à panne. Pensez-vous vraiment que c'est raisonnable? Alors, de toute façon, quand on parle souvent d'accès aux soins, on pense tout de suite infrastructure ou matériel médical, on oublie souvent le personnel. Alors aujourd'hui, l'effectif recommandé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est-ce que ce chiffre est respecté par le Sénégal? Comment voulez-vous qu'on atteigne ce chiffre alors que sur une promotion de 10 étudiants en spécialité. Alors qu'est-ce qui explique juste le manquement pour mieux avancer? Mais l'absence de volonté politique, de vision, d'organisation. Les jeunes Sénégalais veulent bien accéder aux spécialités, mais habituellement ils n'ont pas de prise en charge, ils n'ont pas de bourse. Il n'y a pas d'étudiants pour faire la gynécologie, pour faire la cancéro, pour faire la cardio. Nos CES sont ouverts, mais pour qui? Pour les étudiants étrangers. Il n'y a pas de véritable plan de formation, de véritables plans d'investissement en matière de santé. C'est ce que j'appelle la distorsion entre l'investissement et les besoins, entre les besoins en personnel et la réalité de la formation. La distorsion entre la faculté et l'hôpital. Professeur El Hadj Niang, chef du service radiologie de l'hôpital Le Dantec, il était l'invité de ce 20h. Merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle donc cette dalle qui s'est effondrée à Bel Air et qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Nous y revenons en images dans nos prochaines éditions. Merci d'avoir suivi. Bonsoir. À demain, 20h.